Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pensez-vous qu'il est possible de dormir pendant 32 ans sans se réveiller? A priori non, et pourtant c'est bien ce qui est arrivé à une jeune fille de 14 ans. Elle s'est endormie et s'est réveillée plus tard, 32 ans après avoir fermé les yeux, et elle s'est rendue compte que toute sa vie avait changé. Vous allez découvrir cette histoire avec d'autres histoires tout aussi mystérieuses, tout aussi incroyables. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram pour retrouver toutes ces histoires incroyables en version très condensée, très courte. Et si maintenant vous êtes prêts, bien installés, on est parti pour voir ensemble nos histoires mystérieuses, à commencer par l'histoire de cette fameuse jeune fille qui s'est endormie pendant bien longtemps. Sur la petite île suédoise d'Opno, en 1876, la vie suit le rythme de la mer, du froid et du travail. Le 22 février, une adolescente de 14 ans, Carolina Olsson, rentre chez elle en se plaignant d'une violente douleur aux dents. Elle aurait pu tomber sur la glace un peu plus tôt dans la journée. Sa mère la couche en pensant qu'une nuit de repos suffira. Mais le lendemain matin, Carolina ne se réveille pas. Et ce qui aurait dû être un simple malaise devient le début d'une affaire qui va durer plus de 30 ans. Carolina vit dans une famille pauvre de pêcheurs. C'est la seule fille de la maison, entourée de plusieurs frères. Elle vient seulement de commencer l'école depuis quelques mois. Sur cette île isolée, on n'a ni les moyens ni l'habitude de faire venir un médecin au moindre problème. Quand la jeune fille cesse de répondre, sa famille ne pense pas d'abord à une maladie classique. Très vite, une autre idée s'impose. Quelque chose d'anormal, de surnaturel aurait pu lui arriver. À partir de ce moment-là, le problème n'est plus traité comme un état à soigner, mais comme une épreuve à supporter. C'est ce cadre qui va enfermer Carolina pendant des années. Les jours passent, puis les semaines, puis les mois. Carolina reste au lit. Sa mère devient son unique point de contact avec le monde extérieur. C'est elle qui s'occupe de tout. Pendant des années, elle la nourrit, la lave, la surveille. On raconte que Carolina survit avec très peu. Du lait, de l'eau sucrée, parfois quelques apports très limités. Pourtant, les détails rapportés autour d'elle alimentent rapidement la réputation du cas. Ses cheveux n'auraient presque pas poussé. Ses ongles non plus, son corps ne se serait pas dégradé comme on pourrait s'y attendre. Malgré une immobilité prolongée et une alimentation qui paraît insuffisante, elle ne donne pas immédiatement l'image d'une personne mourante. C'est précisément ce décalage entre ce qu'on voit et ce qu'on attend qui nourrit le mystère. Au bout d'un moment, l'affaire dépasse le cadre de la famille. Des voisins se cotisent pour faire venir un médecin sur l'île. L'homme examine Carolina, mais ne parvient pas à résoudre le cas. Il parle d'un coma tout en reconnaissant qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Plus tard, en 1892, Carolina est transportée à l'hôpital d'Oxarsham. Là encore, la médecine tâtonne. On lui applique des traitements agressifs, notamment des décharges électriques sans résultat visible. Finalement, on lui colle un diagnostic très lourd, celui de dementia paralytica, une affection grave liée à une syphilis à un stade avancé. Rien ne permet pourtant d'étayer sérieusement cette piste. Le diagnostic ressemble davantage à une étiquette posée sur un cas incompris qu'à une réponse solide. Avec le temps, pourtant, l'image d'une jeune fille totalement absente commence à se fissurer. Il y a des moments qui dérangent cette version simple. Quand sa mère meurt en 1905, Carolina est entendue en train de pleurer de façon incontrôlable. Même chose lorsqu'un de ses frères meurt en 1907. Ce ne sont pas les réactions d'un corps totalement coupé du monde, ce sont les réactions d'une personne qui, d'une manière ou d'une autre, perçoit encore ce qui se passe autour d'elle. D'autres détails apparaissent aussi. Une domestique engagée après la mort de sa mère remarque parfois que des bonbons disparaissent ou que certains objets ne sont plus à la même place dans la chambre. Le père lui-même aurait admis avoir vu sa fille ramper au sol à de rares occasions ou l'avoir entendu s'écrier le nom de Jésus avant de se recouvrir aussitôt. À ce stade, l'affaire change de nature. Il n'est plus seulement question d'un sommeil inexplicable, mais d'un enfermement beaucoup plus trouble. La mort de la mère est un tournant. Pendant près de 30 ans, elle a été celle qui gérait entièrement la situation. Après sa disparition, quelque chose se dérègle. Carolina commence pour la première fois à maigrir visiblement. Elle devient émaciée. Ce point est capital parce qu'il laisse penser que ce qu'on racontait sur son alimentation ne décrivait pas toute la réalité. Sa mère lui apportait probablement davantage de nourriture qu'on ne le disait. Tant qu'elle était là, elle maintenait un équilibre. Quand elle disparaît, cet équilibre s'effondre. Et avec lui, toute la mise en scène silencieuse qui entourait Carolina depuis des décennies. Le 3 avril 1908, tout bascule. Ce matin-là, la domestique entre dans la chambre et trouve Carolina debout, ou plutôt vacillante, au sol. Elle pleure. Elle est réveillée. Elle a 46 ans. Pourtant, ceux qui la voient ce jour-là disent qu'elle paraît bien plus jeune, peut-être 25 ans. Quand ses frères arrivent près d'elle, elle ne les reconnaît pas comme les hommes qu'ils sont devenus. Dans son esprit, ils sont encore les petits garçons qu'elle a connus avant de s'aliter. Sa première question concerne sa mère.
pour elle, le temps ne s'est pas écoulé normalement. Elle affirme n'avoir aucun souvenir de ses 32 années, comme si tout s'était arrêté en 1876. 2 ans plus tard, un psychiatre de Stockholm se rend sur l'île pour examiner l'affaire avec un regard plus moderne. Il écarte l'idée d'une hibernation humaine. Aucun être humain ne peut rester réellement endormi pendant plus de 3 décennies dans ces conditions. Son hypothèse est tout autre. Carolina aurait vécu durant toutes ces années dans un état psychique extrême, une forme de dissociation profonde ou de psychose prolongée déclenchée par un événement grave. Selon cette lecture, elle n'était pas endormie au sens biologique, elle s'était retirée du monde. Sa mère, au lieu de briser cet état, l'aurait entretenu, protégé, prolongé. Cette hypothèse explique mieux les incohérences. Les réactions émotionnelles, les objets déplacés, le maintien relatif de son état physique tant que sa mère s'occupait d'elle, puis son déclin rapide après sa mort. Le plus troublant, c'est qu'après son réveil, Carolina ne devient pas une femme brisée au point de rester recluse toute sa vie. Elle continue à vivre pendant encore plusieurs décennies. Elle travaille, on la décrit comme calme, appliquée, globalement stable. Elle atteint l'âge de 88 ans. Aucune grande défaillance durable, liée de manière évidente à ses années d'isolement, n'est mise en avant. Elle ne livre jamais vraiment d'explications claires sur ce qu'elle a vécu, elle emporte cette part de vérité avec elle. C'est ce silence final qui rend l'affaire aussi forte. Le problème n'est pas seulement de savoir si Carolina a dormi ou non, le vrai point de rupture est ailleurs. Une adolescente de 14 ans s'est retirée du monde pendant 32 ans, dans une chambre, dans une maison sur une île isolée, avec une mère qui a tenu tout l'édifice à bout de bras. Le récit du sommeil est peut-être faux, mais ce qu'il remplace est possiblement encore plus dérangeant. Car si Carolina n'a pas dormi, alors il faut envisager qu'elle ait passé 3 décennies à fuir quelque chose de suffisamment grave pour renoncer à toute vie normale. Et ce point-là n'a jamais été éclairci. En l'état, l'affaire Carolina Olson reste moins un mystère médical qu'un huis clos humain. Une jeune fille s'effondre, une famille se referme, une mère veille pendant près de 30 ans, puis quand cette mère disparaît, tout le récit s'écroule. Ce n'est pas une légende de belle endormie, c'est une histoire d'isolement, de dépendance, de secret et de vérité enterrée. Et c'est précisément pour cela qu'elle continue de déranger aujourd'hui. Le 4 juillet 1928, en début de soirée, Alfred Lovenstein se trouve à bord d'un avion privé qui traverse la Manche entre l'Angleterre et la Belgique. Le vol est calme, la météo est bonne, rien ne laisse penser qu'il s'agit des dernières minutes d'un des hommes les plus riches d'Europe. À ce moment-là, Lovenstein n'est pas un passager ordinaire, c'est un financier belge immensément puissant au sommet de sa fortune, un homme consulté par des chefs d'État proches des plus grands milieux d'affaires, propriétaire de plusieurs résidences, d'avions privés et d'un train de vie spectaculaire. Sa richesse repose sur des investissements massifs dans des secteurs d'avenir pour l'époque, notamment l'électricité et la soie artificielle. Mais derrière cette image de réussite, son empire repose aussi sur un système complexe, risqué, très exposé où la moindre secousse peut tout fragiliser. Ce soir-là, Lovenstein voyage avec plusieurs membres de son entourage. À bord se trouve notamment son pilote, Donald Drew, un mécanicien nommé Robert Little, son valet Fred Baxter, son secrétaire Arthur Hodgson, ainsi que 2 sténographes, Eileen Clark et Paula Biddulph. À environ 4000 pieds d'altitude, Lovenstein se lève et se dirige vers l'arrière de l'appareil pour aller aux toilettes. C'est un geste banal, personne ne s'inquiète sur le moment, mais les minutes passent. Puis 10 longues minutes. Baxter finit par trouver ce délai anormal. Il va vers le fond de l'avion, frappe à la porte, n'obtient aucune réponse puis force l'ouverture. Et là, il découvre une scène incompréhensible. Le compartiment est vide. Lovenstein n'est plus là. À quelques pas, la porte principale de l'appareil est ouverte. Elle bat sous l'effet du vent. En quelques secondes, le scénario officiel commence à se dessiner. L'un des hommes les plus riches du monde se serait levé, se serait dirigé vers l'arrière, puis aurait disparu dans le vide. Sur le papier, l'histoire paraît simple. En réalité, presque tout devient suspect à partir de ce moment-là. Le compartiment du pilote est le premier point qui dérange. En cas de chute accidentelle d'un passager, la réaction attendue serait d'alerter immédiatement les autorités et d'atterrir au terrain le plus proche. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Donald Drew choisit de poser l'avion non pas sur un aérodrome voisin, mais sur une plage isolée près de Dunkerque. Le choix est risqué, inhabituel et surtout difficile à justifier. Quand des soldats français découvrent finalement l'appareil, Drew reste évasif avant d'admettre que son passager milliardaire a disparu. Ce délai, ce détour, cet atterrissage à l'écart, tout cela donne l'impression qu'on a voulu gagner du temps. Le temps de s'accorder sur une version, le temps de vérifier quelque chose à bord, le temps peut-être de faire disparaître un élément compromettant. 15 jours plus tard, le 19 juillet, des pêcheurs retrouvent un corps. L'identification se fait grâce à une montre gravée. L'autopsie demandée par la famille conclut que Lovenstein était encore en vie au moment de l'impact avec l'eau. Son crâne est partiellement fracturé,
Plusieurs os sont brisés, mais rien n'indique un décès préalable dans l'avion. Cela écarte l'idée d'un malaise fatal ou d'un empoisonnement avant la chute. Pourtant, au lieu d'éclaircir l'affaire, l'enquête officielle devient encore plus trouble. L'avion a quitté le Royaume-Uni, le corps est retrouvé dans les eaux françaises. Malgré cela, l'enquête principale est menée en Belgique, le pays de Lovenstein. Ce choix intrigue déjà à l'époque, d'autant plus qu'un élément matériel capital va bientôt entrer en collision avec la version officielle. Les autorités britanniques font tester l'appareil. Le ministère de l'Air utilise l'avion de Lovenstein pour vérifier une question simple. Un homme pouvait-il réellement ouvrir la porte par accident et tomber? Lors du test, un officier portant un parachute jette tout son poids contre la porte à environ 1000 pieds d'altitude. Le résultat est net, la porte ne s'ouvre que de quelques centimètres avant d'être violemment repoussée par le souffle d'air. En clair, selon ce test, il est pratiquement impossible qu'un passager ait simplement ouvert la porte et basculé dehors comme si de rien n'était. Ce point est fondamental, car malgré ce constat, l'enquête belge conclut quand même à une mort accidentelle. Ce verdict arrange beaucoup de monde. Il permet notamment le versement des importantes assurances liées au décès. Et l'histoire se referme officiellement sur une explication qui ne colle pas avec la mécanique même de l'avion. À partir de là, plusieurs hypothèses s'installent durablement. La première est celle de l'accident pur. C'est la version officielle, mais c'est aussi la plus fragilisée, précisément à cause du test britannique sur la porte. La seconde est celle qui avance le fait que l'homme se serait donné la mort. Très tôt, la presse évoque la possibilité que Lovenstein, rattrapé par des difficultés financières, ait choisi de mettre fin à ses jours. Son empire étant très exposé, l'idée n'est pas absurde sur le plan psychologique ou financier. Mais elle se heurte au même mur que la théorie de l'accident. Il aurait fallu qu'il réussisse lui-même à ouvrir une porte que l'expérience britannique montre presque impossible à manœuvrer de cette façon en plein vol. Autrement dit, même en admettant une intention de mourir, le problème physique demeure entier. Vient ensuite l'hypothèse la plus lourde, celle d'une élimination organisée. Dans cette lecture, Lovenstein n'aurait pas disparu seul. Il aurait été aidé ou poussé hors de l'appareil, puis l'accident aurait été mis en scène. Cela ferait du comportement de l'équipage une pièce centrale. L'atterrissage sur la plage isolée prend alors un tout autre sens. Non plus une décision paniquée, mais un moyen de disposer de quelques minutes à l'abri des regards. Cette théorie va plus loin encore, elle suppose que la porte d'origine aurait pu être retirée, voire jetée avec le corps, puis remplacée après coup, ce qui expliquerait certaines incohérences. Un pêcheur aurait même rapporté avoir vu ce soir-là un objet tombant du ciel ressemblant à un parachute, détail qui a parfois été rapproché de l'idée d'une pièce de l'avion ou d'un élément volumineux rejeté dans la mer. Les motifs possibles ne manquent pas. Des ennemis d'affaires, des intérêts politiques ou même un enjeu d'héritage au sein de son entourage proche. Rien n'a jamais été prouvé, mais cette hypothèse reste l'une des plus persistantes parce qu'elle explique mieux les comportements étranges observés jusqu'après la disparition. La dernière hypothèse est celle de la fausse mort. Selon cette version, Lovenstein aurait voulu disparaître volontairement pour échapper à une situation financière devenue trop dangereuse. Certains ont relevé des détails troublants. Son enterrement dans le caveau familial de sa femme, dans une tombe non marquée, et l'absence de sa veuve aux funérailles. Mais cette théorie se heurte elle aussi à un obstacle majeur. Un corps a bien été retrouvé et l'autopsie a conclu à des blessures compatibles avec une chute dans l'eau alors qu'il était vivant. Pour contourner cela, les partisans de cette thèse ont imaginé qu'un cadavre aurait pu être substitué au sien, l'identification ayant reposé sur un objet personnel. C'est une construction possible sur le papier, mais elle demande une logistique énorme et ne repose sur aucune preuve solide. Ce qui rend cette affaire aussi forte, ce n'est pas seulement la disparition en elle-même, c'est le fait que la seule explication officiellement retenue est justement celle qui résiste le moins à l'examen. Un homme richissime se lève pendant un vol tranquille et quelques minutes plus tard, il n'est plus dans l'avion. Le pilote adopte un comportement étrange, le corps est retrouvé plus tard, un test technique indique qu'il ne pouvait vraisemblablement pas tomber accidentellement de cette manière et malgré cela, la conclusion reste celle d'un accident. C'est ce décalage entre les faits matériels et le verdict final qui donne à l'affaire Lovenstein sa force intacte presque un siècle plus tard. La disparition d'Alfred Lovenstein n'est donc pas seulement un mystère aérien, c'est aussi une affaire où on a l'impression que quelque chose s'est joué très vite, dans un espace fermé, entre quelques personnes seulement, puis a été réouvert par une version officielle trop commode pour être vraiment convaincante. Au milieu des années 1980, le Japon donne l'image d'un pays ordonné, moderne et extrêmement sûr. Les distributeurs automatiques sont partout. Il y en a des millions, dans les grandes villes comme dans les zones plus calmes. On y achète une boisson, un café, parfois même bien plus que ça.
Ce sont des objets du quotidien complètement banalisés. On s'en approche sans méfiance, on glisse une pièce, on prend une bouteille et on repart. Tout repose sur une idée simple, ce qui se trouve là est sûr. C'est précisément cette confiance qu'un inconnu va décider d'utiliser comme une arme. L'affaire commence le 30 avril 1985 dans la ville de Fukuyama, dans la préfecture d'Hiroshima. Un homme s'approche d'un distributeur pour prendre une boisson. Posé sur la machine, il remarque une bouteille d'Oronamase, une boisson énergétique très populaire au Japon. À ce moment-là, le produit fait l'objet d'une grande campagne promotionnelle. Trouver une bouteille gratuite ou oubliée ne paraît donc pas forcément inquiétant. Au contraire, cela peut ressembler à une opportunité, un petit coup de chance laissé par quelqu'un. L'homme la prend et la boit. Il pense avaler une boisson vitaminée. En réalité, il vient d'ingérer du paraquat-dichloride, un herbicide extrêmement toxique. Il ne meurt pas tout de suite, c'est justement ce qui rend l'affaire encore plus dure. Son corps se dégrade lentement pendant un mois entier, jusqu'à sa mort, le 30 mai. Au départ, personne ne comprend que ce décès est le premier acte d'une série. Après ce premier cas, rien ne se produit publiquement pendant plusieurs mois. L'affaire reste isolée. Puis, en septembre 1985, tout recommence, et cette fois à un rythme beaucoup plus inquiétant. Le 5 septembre, un cadre de 44 ans, Tekashi Sakai, boit 2 boissons vitaminées empoisonnées. Il succombe 6 semaines plus tard. Moins d'une semaine après, l'affaire atteint la capitale. Un homme de 52 ans, Haru Otsu, récupère lui aussi une bouteille laissée gratuitement près d'un distributeur. En moins de 3 jours, il est mort. Ensuite, les cas se multiplient au fil du mois de septembre dans différentes régions du pays. Les victimes n'ont pas de profil commun. Ce sont des hommes, des femmes, des personnes de milieux différents, d'âges différents, avec des habitudes de vie sans lien évident. Il n'y a ni logique géographique claire, ni ciblage personnel identifiable. C'est cette absence totale de cohérence apparente qui terrorise. N'importe qui peut être la prochaine victime, simplement en faisant un geste banal dans la rue. À la fin de l'année 1985, au moins 13 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été gravement intoxiquées, parfois avec des séquelles durables. Le produit utilisé n'a rien d'un poison rare ou exotique. Le paraquat est à l'époque un herbicide agricole relativement accessible. Officiellement, il faut justifier un besoin lié au jardinage ou à la lutte contre les nuisibles. Mais dans les faits, il suffit pratiquement d'affirmer qu'on en a besoin. Pas de prescription stricte, pas d'identification sérieuse, pas de filtre réellement dissuasif. Quelqu'un peut donc acheter ce produit sans attirer l'attention. Cette facilité d'accès joue un rôle central dans l'affaire. L'auteur n'a pas besoin d'un réseau sophistiqué, il lui suffit d'un produit industriel puissant, d'un peu de méthode et de lieux choisis avec soin. Le choix du paraquat n'a rien d'anodin. Ce poison ne tue pas forcément vite, il détruit progressivement l'organisme, en particulier les poumons. À l'intérieur du corps, il provoque une réaction qui entraîne des lésions cellulaires majeures, puis la formation d'un tissu fibreux anormal. Les poumons perdent peu à peu leur souplesse, respirer devient de plus en plus difficile. La victime s'épuise, s'asphyxie lentement, parfois en restant consciente de ce qui lui arrive. Il n'existe pas d'antidote réel. Les médecins ne peuvent généralement proposer qu'un accompagnement sans garantie de sauver le patient. Autrement dit, le choix de ce produit indique quelque chose de très froid dans l'intention. Il ne s'agit pas seulement de tuer, il s'agit d'infliger une mort lente ou de laisser survivre des personnes marquées à vie. Très vite, la police comprend qu'elle ne poursuit pas un empoisonneur classique. Elle fait face à un adversaire presque abstrait. L'auteur ou les auteurs choisissent des distributeurs situés dans des zones peu fréquentées afin de réduire le risque de témoins. Ils déposent des bouteilles en apparence normale, souvent de grandes marques connues, dans un contexte où les promotions commerciales rendent la trouvaille moins suspecte. Ils ne laissent pas de revendications, pas de signature, pas d'indice matériel exploitable. À l'époque, les caméras de surveillance sont loin d'être aussi répandues qu'aujourd'hui. L'ADN n'est pas un outil courant d'enquête. Résultat, il n'y a presque rien à suivre. Pas de piste personnelle, pas de scène de crime classique, pas de profil de victime permettant de remonter vers un mobile clair. La police a devant elle une série de morts reliées par un mode opératoire, mais presque rien d'autre. Face à cette impasse, les autorités changent d'approche. Comme elles ne parviennent pas à identifier le responsable, elles essaient au moins d'empêcher de nouveaux drames. Des avertissements sont placardés sur un nombre gigantesque de distributeurs. Le public est invité à vérifier les capsules, à inspecter les fentes de distribution, à se méfier de tout objet inhabituel et surtout à jeter toute boisson trouvée gratuitement. Ce simple changement en dit long sur la violence du choc subi par la société japonaise. En quelques semaines, un geste quotidien, presque automatique, devient un acte qui exige de la prudence. Le distributeur, symbole d'efficacité et de sécurité, devient un point de doute. Comme l'enquête n'aboutit pas, les spéculations se multiplient. Certains spécialistes imaginent un individu méthodique, froid et frustré, cherchant à exercer une forme de pouvoir absolu sur des inconnus. Le poison lui permet d'agir à distance, sans confrontation directe, tout en gardant pour lui seul le contrôle de la vie et de la mort.
D'autres avancent des explications plus larges. Une violence née de la pression sociale, de la frustration, d'un besoin de domination ou d'une haine diffuse dirigée contre la société entière. Une autre hypothèse évoque une possible application du crime organisé qui aurait pu chercher à terroriser l'industrie des boissons et des distributeurs. Mais cette piste souffre d'un problème majeur. Aucun message, aucune demande, aucun chantage clair n'apparaît. Or, pour une logique d'extorsion, ce silence total est difficile à expliquer. Une théorie encore plus lourde a parfois été évoquée, celle d'une opération liée à des agents nord-coréens dans un contexte où les tensions régionales et certaines actions clandestines de Pyongyang étaient bien réelles. Mais là encore, rien ne permet de transformer cette hypothèse en preuve. Et surtout, cette piste n'explique pas de façon convaincante le choix d'un poison accessible localement, lent, imparfait, alors qu'un acteur étatique aurait pu employer d'autres moyens bien plus directs. Puis aussi brusquement qu'elle a commencé, la vague s'arrête à la fin de l'année 1985. Plus de nouveaux cas du même type, plus de nouvelles flambées, le responsable disparaît dans le silence. En 1986, le Japon réagit sur le plan réglementaire et restreint fortement l'accès au Paraguay tout en imposant une version moins concentrée du produit. Mais sur le plan judiciaire, le vide demeure. Aucun suspect crédible n'est identifié, aucun coupable n'est arrêté et la situation devient encore plus frustrante avec le temps. Même si une personne était clairement désignée aujourd'hui, les règles juridiques japonaises sur la prescription, modifiées plus tard, ne s'appliqueraient pas rétroactivement à cette affaire. Ce qui rend cette histoire si forte, si particulière, ce n'est pas seulement le nombre de victimes, c'est sa simplicité terrifiante. Quelqu'un a compris qu'il n'avait pas besoin de viser une personne précise, il lui suffisait d'exploiter une habitude banale, de déposer une bouteille empoisonnée dans le bon décor, puis d'attendre. Aucun affrontement, aucun cri, aucun visage, juste une boisson posée là, sur une machine ordinaire, dans un pays où personne n'imaginait encore qu'un inconnu puisse transformer un geste aussi anodin en condamnation à mort. À la fin du 19e siècle, dans plusieurs villes du Connecticut et de l'État de New York, les habitants savaient qu'un homme étrange allait arriver, puis repartir, puis revenir exactement quelques semaines plus tard. Ce n'était pas un phénomène isolé, aperçu une ou deux fois, c'était une présence régulière, presque intégrée au paysage local. On l'appelait simplement le Laserman parce qu'il portait une tenue entièrement faite de cuir. Bottes, ceinture, morceaux cousus ensemble, vêtements épais et usés par la route. Il parlait peu, avançait seul, et pendant plus de 30 ans, il a traversé la région selon une boucle presque fixe, jusqu'à sa mort en 1889. Ce qui frappe d'abord, c'est son apparence. Ce n'est pas celle d'un vagabond ordinaire. Son équipement est fabriqué à la main, lourd, rudimentaire, conçu pour résister. Il est sale, rugueux, fatigué mais pas agressif. Les témoignages le décrivent comme calme, inoffensif, très discret. Il parle rarement plus qu'un grognement, un merci ou quelques mots très brefs. Les habitants remarquent aussi qu'il s'exprime difficilement en anglais, mais beaucoup plus facilement en français. Très vite, cela alimente les hypothèses sur son origine. On le pense français, ou plus probablement franco-canadien. Lorsqu'il meurt, on retrouve sur lui un livre de prières en français. Ce détail confirme au moins une chose, le français occupe une place réelle dans sa vie. En revanche, son nom, sa naissance, son passé précis, personne ne les connaît. Lui-même ne donne presque jamais d'explication. Quand on le questionne trop directement, il coupe court ou s'éloigne. Mais la vraie singularité du personnage ne tient pas seulement à ses vêtements, elle tient à sa régularité. Le Laserman suit un immense circuit d'environ 365 miles, soit près de 587 km, en traversant environ 41 localités du Connecticut et de New York. Il boucle ce trajet en environ 34 jours, puis recommence. Toujours à pied, toujours seul. En moyenne, il parcourt une dizaine de miles par jour pour tenir ce rythme. À la fin des années 1870, ce fonctionnement est tellement connu que certains journaux publient même son itinéraire pour les habitants qui veulent l'apercevoir ou l'accueillir. Il ne passe pas de manière aléatoire, il revient à date presque fixe. Dans certaines maisons, on sait qu'il viendra, on l'attend. Sur sa route, il a ses habitudes. Il s'arrête dans certaines fermes précises où des familles lui donnent à manger. Il ne mendie pas franchement, mais tout le monde comprend qu'il dépend en partie de cette aide. Quand son passage approche, des habitants préparent du pain, du café et parfois des tartes. Il accepte la nourriture, mais garde une certaine distance. Il mange souvent sur le pas de la porte ou sur le perron, sans vraiment entrer dans l'intimité de la maison. Même lorsqu'on lui propose un endroit chaud pour dormir, il refuse généralement. C'est un point important, il ne cherche pas vraiment à se réinsérer ni à profiter pleinement du confort qu'on lui offre. Il garde sa route, sa discipline et son mode de vie. La nuit, il dort dehors. Pas dans des auberges, pas dans des maisons, pas même vraiment dans des granges où il pourrait le faire. Il privilégie des cavités naturelles, des abris rocheux, des creux le long de sa boucle. Avec le temps, ces lieux prennent le nom de Laserman's Cave. Certains existent encore,
En hiver, il allume des feux à l'entrée pour réchauffer l'intérieur. Et ce point-là est essentiel pour comprendre le personnage. Il n'est pas seulement excentrique, il est extrêmement endurant. Il traverse les hivers de la Nouvelle-Angleterre, dort dehors pendant des années, et à la fin de sa vie, on note qu'il n'a perdu ni doigts ni orteils à cause du froid. Cela suppose une vraie capacité de survie, de l'expérience, de la méthode, et surtout un état mental suffisamment solide pour tenir ce rythme pendant des décennies. Ce qui rend l'histoire encore plus étrange, c'est la manière dont les communautés réagissent à sa présence. À cette époque, les vagabonds sont généralement mal vus. Le contexte légal est dur. Dans le Connecticut, une loi de 1879 permet même l'arrestation et l'emprisonnement des personnes errantes sans domicile. Pourtant, le Laserman fait figure d'exception. Il est tellement connu, tellement accepté, qu'au moins 10 villes du Connecticut adoptent des règlements locaux pour le protéger ou pour empêcher qu'on ne s'en prenne à lui. Officiellement, il reste un homme sans domicile qui parcourt les routes. En pratique, il bénéficie d'un statut à part. Il n'est pas traité comme les autres. Les gens ne le voient pas comme une menace, ils le voient comme une figure familière. En 1888, pourtant, il est pris en charge par les autorités. Non pas parce qu'on veut enfin l'arrêter comme vagabond, mais parce que son état de santé se dégrade visiblement. On l'emmène à l'hôpital de Hartford. Là, il est examiné et jugé sain d'esprit, bien qu'excentrique. Ce point est très important parce qu'il casse une lecture trop simple du personnage comme simple homme désorienté ou mentalement incapable. Les médecins ne le considèrent pas comme un fou, ils constatent surtout un mode de vie hors norme et une dégradation physique réelle. Malgré cela, il refuse les soins supplémentaires qu'on voulait lui donner, puis il repart sur sa route. Évidemment, tout le monde veut savoir qui il est, et comme il ne répond pas, les récits se multiplient. En 1884, un journal du Connecticut prétend résoudre l'énigme en publiant sa supposée biographie. Selon cet article, le Laserman s'appellerait Jules Bourglet. Il serait originaire de France, serait tombé amoureux de la fille d'un marchand de cuir, aurait perdu sa fortune dans une affaire ratée, puis aurait choisi cette vie de pénitence vêtue de cuir. Le récit est séduisant, il explique tout. Il est donc repris, sauf qu'il est entièrement faux. Le journaliste n'a pas obtenu l'histoire du Laserman, il l'a inventée. Le journal finit même par publier une rétractation. Mais le mal est fait. Pendant un temps, cette fausse biographie colle au personnage, au point que son ancienne tombe portera un nom erroné inspiré de cette légende. En réalité, son identité reste inconnue. Les hypothèses les plus sérieuses le rattachent au monde franco-canadien, peut-être au Québec, au Nouveau-Brunswick ou éventuellement au Maine. Mais rien n'est certain. Il peut aussi très bien être né ailleurs, voire en Amérique du Nord dans une famille francophone. Ce flou reste entier, et c'est précisément parce qu'aucun élément décisif n'a permis de le relier à une personne identifiée que le mystère tient encore. L'histoire s'arrête officiellement en hiver 1889. Le 24 mars, après plus de 30 ans sur les routes, le Laserman est retrouvé mort dans l'une de ses cavités à Mount Pleasant dans l'état de New York. La cause retenue est un cancer de la bouche, probablement favorisé par des années de consommation de tabac. Les habitants qui l'ont nourri et croisé pendant des années veillent à ce qu'il soit enterré correctement. On l'inhume au cimetière de Sparta, mais même au moment de l'enterrement, son nom réel est inconnu. Il meurt comme il a vécu, vu de tous, mais identifié par personne. Des décennies plus tard, une dernière tentative est faite pour enfin lever le voile. En 2011, son ancienne sépulture est exhumée avec l'espoir de récupérer des restes exploitables pour une analyse ADN. Mais la tentative échoue presque immédiatement. Le cercueil ne contient plus qu'un peu de bois, quelques clous et rien qui permette une identification. Le corps a disparu avec le temps. Il est alors réinhumé dans un autre emplacement, sous une pierre qui porte simplement le nom sous lequel il est passé à la postérité, The Laserman. Ce qui reste au fond, ce n'est pas seulement un inconnu en cuir qui marchait beaucoup, c'est un homme qui a traversé des dizaines d'années sans livrer son histoire, tout en imposant une routine si précise que des communautés entières s'y sont adaptées. Il n'a laissé ni confession, ni nom sûr, ni document qui le fixe clairement dans une biographie. On connaît son parcours, ses habitudes, sa silhouette, son rythme, ses haltes et ses abris. Mais pas ce qu'il a mis sur cette route, ni pourquoi il n'en est jamais sorti. Le 1er octobre 1919, le World Series commence à Cincinnati. Sur le terrain, l'affiche semble presque déséquilibrée. Les Chicago White Sox arrivent avec l'image d'une équipe nettement supérieure, au point que beaucoup les voient déjà champions. Leur lanceur vedette, Eddie Cicotte, ouvre la série. Son premier lancer est une prise nette, puis vient le deuxième. Cette fois, la balle part à l'intérieur et frappe le premier batteur des Reds. Pour le public, cela peut passer pour une erreur. Pour ceux qui ont misé en coulisses des sommes énormes sur une défaite de Chicago, c'est autre chose. C'est le signal convenu, le trucage a commencé. Pour comprendre comment une équipe aussi forte a pu accepter de vendre une finale, il faut regarder le contexte dans lequel évoluent ses joueurs.
La version la plus populaire raconte que les White Sox auraient été poussés à la faute par un propriétaire radin, Charles Comiskey, et par des salaires trop faibles. En réalité, la situation est plus complexe. Les joueurs des White Sox ne sont pas des miséreux. L'équipe fait partie de celles qui paient le mieux de la ligue et probablement même de tout le baseball une fois certains bonus pris en compte. Leur frustration ne vient donc pas d'une pauvreté extrême, mais du système lui-même. À l'époque, la clause de réserve lie presque totalement un joueur à son club. Il ne choisit pas librement son avenir, il ne peut pas vraiment faire jouer la concurrence. Il dépend du bon vouloir de son équipe. Les joueurs sont bien payés, mais ils restent enfermés dans une structure qu'ils contrôlent à peine. Dans le même temps, le baseball baigne déjà dans une culture où les paris sont omniprésents. Les spectateurs misent, les joueurs misent, les frontières entre sport et argent sale sont floues depuis longtemps. Le complot ne vient donc pas d'un piège tendu de l'extérieur à des joueurs innocents. Il naît à l'intérieur même du vestiaire. Le meneur principal est le joueur de première base, Chick Gandil. C'est un homme dur, connecté au milieu des parieurs. À ses côtés, Eddie Cicotte joue un rôle central. Ensemble, ils montent un projet et leur idée est simple: vendre la finale. Ils recrutent ensuite plusieurs coéquipiers. Le lanceur Lefty Williams est impliqué, le shortstop Swede Risberg aussi. Oscar Felch est présent dans les réunions, Buck Weaver assiste à certains échanges, même s'il affirmera ensuite ne pas avoir accepté l'accord final. Fred McCullin, lui, n'était même pas prévu dans le groupe au départ. Il entend parler du projet et force pratiquement son entrée en menaçant de tout révéler s'il n'obtient pas sa part. Dès ce stade, le complot est déjà sale, fragile et fondé sur la méfiance. Le cas de Shoeless Joe Jackson reste le plus trouble. C'est la star de l'équipe et son nom va devenir l'un des plus célèbres de toute l'affaire. Il reconnaît avoir accepté de l'argent pour participer au trucage, mais sur le terrain, sa performance pendant la série est excellente. Elle est même tellement bonne que beaucoup en viennent à penser qu'il a pris l'argent sans jouer le jeu jusqu'au bout. Autrement dit, il aurait trompé les parieurs en conservant l'argent tout en jouant sérieusement. C'est ce point précis qui va entretenir pendant des décennies le débat autour de son degré réel d'implication. Très vite, l'affaire prend une dimension encore plus dangereuse parce qu'elle ne repose pas sur un seul réseau de paris, mais sur plusieurs groupes concurrents. Gandil a notamment des contacts avec le bookmaker Joseph Sullivan à Boston. En parallèle, l'ancien joueur Bill Burns et son associé Billy Maharg montent leur propre circuit de financement. Tous comprennent vite qu'il faut énormément d'argent pour acheter une finale d'un tel niveau. Cela les conduit vers Arnold Rothstein, l'un des financiers criminels les plus puissants de New York. Rothstein ne se compromet pas directement. Il agit à distance, par intermédiaire. C'est ce qui le protège ensuite quand tout explose. Son nom flotte autour du scandale, mais sa position reste assez éloignée pour qu'il ne soit jamais réellement entraîné dans la chute des joueurs. Le problème, c'est que le complot se dérègle presque immédiatement. Après le signal donné par Cicotte au début de la série, Chicago joue mal de façon suspecte. Dans le deuxième match, Lefty Williams enchaîne des lancers douteux et les Reds gagnent encore. Les joueurs ont donc livré ce qu'ils avaient promis. Mais quand vient le moment de payer, les parieurs ne versent pas les sommes attendues. Sur l'argent prévu, seule une petite partie arrive vraiment. Un paiement de 10 000 $ est distribué et Gandil le partage entre les conspirateurs. À partir de là, plus personne ne fait confiance à personne. Les joueurs ont trahi le baseball, mais les parieurs trahissent aussi les joueurs. Le complot ne repose plus sur un accord clair, mais sur une série de double jeu. La suite devient chaotique. Lors du troisième match, un joueur recru qui n'est pas impliqué entre en scène et Chicago gagne. Les parieurs sont furieux. Puis le trucage reprend pour les matchs suivants, avec de nouvelles actions suspectes, et les Reds prennent une avance de 4-1 dans cette finale disputée au meilleur des 9 matchs. Mais à ce moment-là, les joueurs impliqués sont eux-mêmes excédés. Ils estiment avoir été floués. Ils décident donc à leur tour de reprendre la main et de doubler ce qui les avait achetés. Les White Sox gagnent les matchs 6 et 7, relançant complètement la série. Soudain, ceux qui avaient misé gros sur Cincinnati se retrouvent menacés. Avant le 8e match, certains récits laissent entendre que la pression remonte brutalement et qu'elle ne vise peut-être plus directement les joueurs eux-mêmes, mais leur entourage, voire leurs épouses. Ce qui est certain, c'est que le dernier match tourne à l'avantage des Reds qui remportent un titre à jamais taché. Pendant des mois, le scandale reste une rumeur lourde. Il ne disparaît pas, les journalistes sportifs continuent d'insister, de pointer les performances anormales, de poser les questions que beaucoup préféreraient éviter. En 1920, un grand jury du comté de Cook est finalement réuni pour enquêter sur les paris et la corruption dans le baseball. Le complot commence alors à se fissurer. Les participants parlent, d'autres se retournent. Mais lorsque l'affaire arrive au procès, en 1921, tout devient extrêmement douteux. Les confessions signées par 3 joueurs, qui constituent l'une des pièces les plus accablantes du dossier, disparaissent mystérieusement des archives du tribunal. Plus tard, elles réapparaîtront, selon certains récits, en possession de l'avocat personnel de Comiskey. Entre-temps, des témoins reviennent sur leurs déclarations. Le dossier s'effondre et l'accusation perd sa colonne vertébrale. Le verdict tombe le 2 août 1921. Tous les accusés sont acquittés. Le jury délibère moins de 3 heures et les joueurs sortent triomphalement du tribunal, portés par des supporters ravis. Sur le plan judiciaire, l'histoire pourrait s'arrêter là, mais le baseball professionnel comprend immédiatement que cet acquittement
ne règle rien. Au contraire, il menace la crédibilité entière du sport. Pour éviter un effondrement de confiance, les propriétaires ont déjà nommé un commissaire doté d'un pouvoir exceptionnel, le juge fédéral Kennesaw Mountain Landis. Et dès le lendemain de l'acquittement, Landis frappe. Il annonce que le verdict du tribunal n'a aucune importance pour lui. 8 hommes impliqués dans le scandale sont bannis à vie du baseball, peu importe qu'ils aient été acquittés par la justice ordinaire. Pour protéger l'intégrité du jeu, ils sont exclus à jamais. C'est là que l'affaire devient plus grande qu'un simple match truqué. Le scandale des Black Sox ne détruit pas seulement une finale, il force le baseball à se redéfinir. Il crée une frontière plus nette entre le sport et les réseaux de paris. Il impose une autorité centrale plus forte et il laisse derrière lui une zone grise qui ne sera jamais complètement refermée. Parce que tout le monde n'a pas joué le même rôle, parce que tous n'ont pas forcément saboté les matchs avec la même intensité, parce que certains ont probablement voulu encaisser l'argent tout en restant compétitifs, et parce qu'au bout du compte, ceux qui ont le plus souffert des conséquences sont surtout les joueurs visibles, alors que les hommes de l'ombre, eux, s'en sont largement mieux sortis. Ce scandale a laissé une trace durable pour une raison simple. Il a cassé quelque chose de fondamental. Une finale n'était plus seulement une finale, elle devenait un terrain où les joueurs, les parieurs, les intermédiaires et l'argent pouvaient tous agir en même temps, chacun essayant de tromper l'autre. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une équipe qui vend un championnat, c'est l'histoire d'un système entier qui montre à quel point il était déjà poreux, et d'un sport obligé de se sauver lui-même après avoir compris que son plus grand danger venait de l'intérieur. Mesdames et messieurs, on en a fini pour nos 5 histoires, j'espère que ça vous a plu. Je pense que vous en conviendrez, on avait des histoires aussi insolites qu'incroyables et mystérieuses. Le genre d'histoire que j'adore personnellement, j'espère que je vous en ai fait découvrir quelques-unes si jamais vous êtes déjà amateur un peu du genre. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle histoire vous a le plus intrigué. Je suis assez curieux de voir ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous remets mon Instagram juste ici à KenTV, n'hésitez pas à faire un tour là-bas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!